Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orubello, directrice relations avec les membres et partenariats Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire d'experts présenté par Rogers intitulé Pandémie et infrastructures technologiques. Êtes-vous toujours en contrôle? Le webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion de découvrir les avantages du développement et du déploiement de réseaux 5G pour le milieu de travail. Nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long du webinaire, puisqu'une période de questions suivra la discussion. Sans plus tarder, je vous présente les panélistes. Monsieur Paul Battista, directeur encore et gestionnaire du site Ericsson Montréal d'Ericsson Canada. Bonjour. Monsieur René Bréel, président Claridion et président du Conseil AIoT Canada. Bonjour Nadia, merci de l'invitation. Bonjour René. Monsieur Cédric Thibault, directeur exécutif cybersécurité KPMG et vice-président principal et Études Conseil Inc. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Bon matin. Et à l'animation, Monsieur Paolo Fortunio, directeur général, comptes stratégiques et commerciaux, Rogers Services Affaires. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Bon matin Paolo, c'est à vous Monsieur Fortunio. Bonjour, Paolo Fortunio, avec 32 ans de parcours en télécommunication au Canada. Et je suis très, très ravi d'être parmi vous. Alors, parlons de la pandémie qui a bouleversé nos vies, l'économie mondiale et a mis une pause de presque 2 ans sur le social direct entre famille, amis, collègues et clients. Mais une chose est claire, la pandémie a accéléré l'adoption d'un modèle d'affaires, le télétravail, pas à 10 pas à 20 mais pour certains d'entre nous à 100 Rogers était déjà très à l'aise avec le télétravail et en 10 et 12 de nos 25 000 employés à travers le pays étaient déjà dans un mode hybride. Mais en mars 2020, l'entreprise a dû s'adapter rapidement et créer un modèle d'exploitation et transition simple pour permettre 20 000 personnes en télétravail en moins de 30 jours. Tout un défi. Pendant que nous reflétons le retour à un modèle hybride qui sera notre new normal, Rogers continue à investir dans la simplification d'applications maintenant nécessaires comme outil de travail. Cela, comme exemple, cela nous permet de faire un test rapide à la maison, prendre une photo du résultat négatif, comme vous pouvez voir ici, puis j'en ai fait un ce matin, entrer ce test dans l'application, certifier on peut aller au bureau ou chez des clients en prenant un café à la maison. Alors, messieurs, j'ai une question qu'on va vous poser. En quoi la pandémie a-t-elle permis d'investir dans la technologie? On commence avec Cédric. Oui, écoutez, c'est clair qu'avec cette obligation, la pandémie, qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a apporté en fait une accélération radicale de la transformation, de la stratégie de transformation numérique des entreprises. On en parlait déjà beaucoup avant de la transformation numérique des entreprises, c'était un sujet d'actualité, mais ça restait, pour beaucoup de nos clients, ça restait encore des projets étalés sur plusieurs années. Et là, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une nouvelle réalité où il n'était plus question d'accélérer cette transformation et d'ouvrir le télétravail, la mobilité pour les prochaines années, mais il était question de le faire pour les prochaines semaines. Et c'était une question de vie ou de mort pour plusieurs entreprises sur le marché. Il n'était pas question de nice to have, il était question de must to have. Donc, cette nouvelle obligation, c'est clair, ça a beaucoup, au niveau de l'info nuagique, ça a beaucoup accéléré cette migration. Le premier service à en bénéficier, ça a été ce qu'on appelle le workplace. Donc, ça a été toutes les solutions de type Office ou de type Google Workplace. Pourquoi? Parce que pour pouvoir bénéficier de l'environnement de travail bureautique habituel, le télétravailleur ne pouvait pas toujours utiliser l'infrastructure de connexion à distance de l'entreprise pour des questions de capacité, parce qu'on s'est retrouvé effectivement du jour au lendemain à devoir desservir une population, non plus une petite partie des employés, mais tous nos employés
en télétravail. Donc, bien souvent, les VPN n'étaient pas suffisamment robustes pour accepter cette charge. Donc, on a déplacé cette capacité directement dans le nuage afin de bénéficier de cette élasticité du nuage. Donc, ça a été vraiment le plus gros impact, ça a été vis-à-vis du workspace. Mais on constate aujourd'hui, avec ce déplacement de la bureautique vers l'info nuagique, il y a une remise en question effectivement de l'intérêt de cette bulle traditionnelle, le fameux on-premise, cher à beaucoup d'entreprises, où on a notre data center, on a notre réseautique, on a toutes nos infrastructures internes, on est très fiers de ça. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où nos spécialistes qui gèrent notre data center interne, c'était compliqué de les faire venir sur site. On s'est retrouvé à gérer beaucoup de problèmes de ce type. Et alors même qu'au final, on n'avait plus personne dans nos bureaux. Donc, c'est vrai que très logiquement, on se retrouve à se questionner pourquoi garder cette infrastructure on-premise. Et puis, c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Suite à cette migration du workspace vers l'info nuagique, on constate aussi beaucoup de projets actuellement pour continuer cette tendance de migrer notre workload vers des data centers gérés par un prestataire, par un cloud provider, où on se débarrasse vraiment de cet aspect infrastructure et puis on se concentre un peu plus sur la livraison de nouvelles fonctionnalités, sur la livraison de nouveaux projets, donc qui ont des valeurs ajoutées plus importantes pour l'entreprise. Merci Cédric. Paul? Oui, de notre côté, on était aussi assez habitués au télétravail, étant une multinationale avec des bureaux à travers le monde. Ce qui a changé pour nous, c'était l'échelle de grandeur, bien sûr, comme pour tout le monde. Au lieu d'être peut-être 70% au bureau, aujourd'hui à Montréal, on est 6 ou 7%, fait que c'est une nette baisse. Mais pour ce qui est de la nouveauté ou qu'est-ce qu'il fallait ajuster, c'était l'interaction avec nos clients en mode virtuel, développer des techniques de faire des démonstrations, faire des représentations à distance, aussi comment collaborer, des outils de collaboration à travers les firewalls entre entreprises et tout ça. Fait que, ajustement seulement dans notre cas, mais écoute, ça a démontré une fois vraiment clairement que les réseaux étaient fondamentaux à toute cette expérience à la maison. Tout à fait. René? Oui, merci, Paolo. Effectivement, extrêmement intéressant. Je vous parlais peut-être d'un volet plus technologique qui est l'aspect de ce qu'on appelle AIoT, qui est la jonction entre deux mondes technologiques, l'Internet des objets, l'IoT, et l'AI, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup et dont on s'est servi pendant cette pandémie pour essayer de passer par-dessus, puis de respirer un petit peu. Donc, je dirais la pandémie, radicalement, pour nous, a changé les règles du jeu de manière fondamentale en imposant une contrainte très spécifique, la distanciation sociale. Distanciation sociale qui est quoi? Qui est le maintien d'un certain espace physique entre les humains sur la planète au complet. On n'avait jamais vu ça. C'est quelque chose de nouveau, une contrainte appliquée au niveau de la planète et qu'il a fallu gérer, qu'il a fallu mesurer. Alors, bon, pour la mesurer, on a dû la mesurer partout, dans les magasins, dans les restaurants, dans les espaces de vie, les espaces de travail. Et au début, on l'a fait de manière très physique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jean-René Dufort qui l'a mesuré avec le bâton de hockey de chez Weber, 2 mètres, c'est ça. Okay. Mais rapidement, les entreprises, elles ont dû faire appel à des technologies. On pris quoi? Le géopositionnement, l'identification, la traçabilité, les bracelets de détection de proximité, des solutions de comptage de personnes, etc., qui sont toutes des solutions de type Internet des objets, IoT, avec de l'analytique en fond. Donc, on a vu une explosion de ces technologies idéaux dans un contexte de capteurs de proximité, de puces GPS, de caméras analytiques, tapis de comptage, etc., avec une centralisation des données, comme mentionné, dans le cloud, puis des nouvelles applications mobiles qui permettaient d'assurer le contrôle de cette fameuse distanciation sociale. Alors, de l'autre côté, on a observé aussi, alors je vais appeler ça une IoTisation, excusez le terme, c'est même pas l'anglicisation, ça n'existe pas, mais le fait de transformer via l'IoT certains domaines d'affaires.
de ce que j'appelle la chaîne du froid, parce qu'il a fallu gérer le transport, la distribution, le stockage des vaccins, avec des contraintes relativement serrées de la gestion de la température, de manière très, très rapide, encore là, à travers la planète d'un coup d'un seul. Donc, on a vu une explosion de nouvelles solutions, là encore, d'idéaux, avec la gestion des données centralisées, l'utilisation de fonctions analytiques complexes pour aider la chaîne de gestion du froid. Dernier effet auquel que je pourrais penser au niveau de la pandémie sur cette technologie, c'était le grand virage des entreprises vers la vente en ligne, la livraison à domicile, qui a fait exploser encore une fois les solutions de traçabilité, mais cette fois-ci dans les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de distribution. Donc aujourd'hui, pour tout le monde, c'est paraît tout à fait normal de recevoir en moins de 24 heures un produit qui a été commandé sur le site internet du magasin du coin ou à l'autre bout du monde. C'est les bénéfices de la pandémie et puis de l'explosion de ces technologies dans ce cadre-là. Donc oui, la pandémie, pour moi, a eu un effet énorme sur l'adoption de certaines technologies IoT au bénéfice d'un grand nombre d'entreprises qui ont vu l'occasion de transformer leur modèle d'affaires, d'exploiter le numérique, le cloud, la connectivité à leur plein potentiel. Merci beaucoup, René. C'est des discussions très intéressantes, monsieur. Ma prochaine question, sur la 5G, est-elle différente et comment change-t-elle notre façon de travailler à court, moyen et long terme? Je commence avec Paul. Oui, c'est sûr que la 5G va débloquer certains scénarios qui ne sont pas vraiment possibles aujourd'hui. On passe à la quantité de données que les algorithmes d'intelligence artificielle ont besoin d'ingérer. Et la 5G va être en mesure de transporter cette grande quantité de données beaucoup plus facilement. On pense aussi à des scénarios qui ont besoin d'un temps de réponse, ou ce qu'on appelle latence dans le jargon, un temps de réponse immédiat ou presque immédiat. C'est sûr que les réseaux d'aujourd'hui ont de la difficulté avec ça. Et la 5G va aussi permettre, on pense aussi à la densité de connexion par kilomètre carré si on met des capteurs partout. Comme il a été mentionné, soit dans une ville intelligente ou dans un hôpital ou dans un aéroport, peu importe le scénario, s'il y a une densité de connexion par kilomètre carré, ça prend un réseau 5G pour gérer tout ça. Fait que j'entrevois vraiment de nouvelles perspectives qui ne sont vraiment pas possibles aujourd'hui, mais qui le seront bientôt. Merci, Paul. René? Oui, tout à fait. Puis les points sont très bien choisis, je pense, au niveau des spécificités de la 5G. Aujourd'hui, quand je regarde nos technologies en Internet des objets, on a une dizaine de technologies de communication sans fil pour les objets idéaux. On parle de Wi-Fi, de Zigbee, de LoRa, de Sigfox, de LTE-M, NB-IoT, name it, là, il y en a plein. Par contre, chacune de ces technologies a ses avantages et ses inconvénients. Donc aujourd'hui, il faut choisir l'une ou l'autre en fonction des caractéristiques, en fonction des contraintes. Par exemple, certaines fonctionnent que sur des courtes distances, consomment trop d'énergie. D'autres permettent d'envoyer que quelques paquets d'informations à la fois. D'autres ne disposent pas d'une couverture suffisante sur le territoire. Donc, il faut choisir. La 5G, je dirais, de par son statut de nouvelle technologie, là, pour moi, a une vocation, ou même un devoir, de répondre au minimum à toutes les contraintes de l'idéo by design, dans un sens. Alors, il faut comprendre que la 5G n'a pas été conçue pour l'idéo. Ça a été conçu pour des usages et des contraintes beaucoup plus exigeants que l'idéo, qui ont été mentionnés par Paul. Je pense que c'est vraiment ça. Donc, on va en bénéficier. L'idéo va bénéficier de la 5G, c'est tout à fait évident. Puis, ça représente quasiment, je dirais, l'ultime technologie d'interconnexion sans fil de ces milliards d'objets intelligents qui vont avoir besoin d'envoyer des données vers des plateformes idéaux dans le cloud, etc. Mais on va, je pense, quand même avoir besoin d'attendre que les fonctionnalités qui sont liées à ce qu'on appelle l'interconnexion massive des objets, qui fait partie des spécifications de la 5G, soient rendues disponibles sur le territoire. Puis ça, pour l'instant, je l'envisage peut-être un peu plus au niveau des composantes Edge, qui fédèrent certaines solutions idéaux pour l'instant. Je me regarde peut-être une petite réserve quand on s'en intégration au sein des objets eux-mêmes à court terme, mais c'est certain que c'est vers là qu'on s'en va, puis vers une connexion de ce type-là, avec tous les bénéfices et les avantages qui ont été cités jusqu'à présent. Merci, René. Tour à Cédric. Oui, dans ce qui a été dit, moi, je retiens ce que Paul et René nous ont partagé. Je retiens le fait que
on va avoir des nouveaux besoins à venir. On est en train de développer ces nouveaux besoins. Et puis la pandémie a marqué un petit peu une accélération vers ces nouveaux besoins. Et je crois que je parlais du workspace tout à l'heure. Je pense notamment, c'est un exemple parmi tant d'autres, le workspace va évoluer. Aujourd'hui, on est réunis avec Zoom, on connaît tous Teams. Enfin, depuis 1 an et demi, on fréquente énormément ces outils. Puis merci aux fournisseurs respectifs. Mais la réalité, c'est que selon moi, là, on est à l'an 1 du télétravail là, en termes d'outils. Là. On va évoluer. C'est évident qu'on va avoir besoin. On ressent déjà ce besoin de rapprocher nos collaborateurs malgré la distance physique, d'essayer de trouver des moyens plus interactifs, plus immersifs pour qu'on préserve un esprit d'équipe, qu'on essaye de garder cette proximité dans les équipes malgré la distance. Et ça va passer par des nouvelles familles, des nouvelles générations de solutions. Et ce serait... il n'y a pas besoin d'être divin pour deviner que ces solutions, elles vont avoir besoin de bande passante parce que on va avoir beaucoup de vidéos, ça c'est évident. On va avoir besoin d'un bon maillage parce qu'en fait, les télétravailleurs justement profitent de cette nouvelle capacité. On le voit pour aller acheter en province, acheter un petit peu plus loin de Montréal et du centre-ville de Québec parce que les prix sont bien sûr plus intéressants. Donc, le réseau 5G, là, pour le coup, il va être essentiel parce que c'est ce qui va nous permettre de continuer notre évolution dans les solutions de télétravail. Et puis, et moi, j'ai très hâte de voir d'ailleurs ce qui va s'en venir. Mais ce qui est certain, c'est que le réseau mobile, pour ça va être essentiel. Merci beaucoup, Cédric. Je pense à quelque chose aussi, j'ai vu dans un certain futur, mais très proche, quand on parle de présence, on parle de peut-être avoir un Meet Me Room où on est tous ensemble en hologramme au lieu d'être présent. C'est une différence. C'est une façon de dire on est présent, mais on est en hologramme. Imaginez la technologie 3D, tout ce qui est dans les jeux vidéo, Oculus, vous savez, on a l'air un peu ridicule là, quand on porte le casque, vraiment. Là. mais imaginez pourquoi ne pas justement se projeter dans des rooms, dans des conférences où nos différents interlocuteurs se tiennent devant nous en 3D, avec une représentation graphique avancée. Ça change quand même beaucoup de choses. On n'est plus dans le même univers de travail. Ouais. Mais non seulement pour visiter un endroit, au lieu d'être en présentiel, on va pouvoir naviguer le corridor exactement et le vivre comme si on était en présentiel. Fait que ça s'en vient. C'est pas de la science-fiction, c'est vraiment... Non. Et ça se fait aujourd'hui dans le domaine de la construction, ça se fait dans différents domaines de pointe où effectivement le build S-Design attend d'avoir eu ces vérifications, ces certifications des gens qui vont visiter le bâtiment virtuel, le digital twin du bâtiment avec toutes ces spécifications comme sur mesure avant même de commencer la première pelletée de terre. Là. Donc, on est rendu là. Effectivement, ce n'est plus de l'anticipation, ce n'est plus des films de science-fiction. On y arrive très, très, très rapidement. Qui va quand même générer énormément de data, on le comprend bien, et des infrastructures qui doivent le supporter. Exactement. Très intéressant. On va continuer sur un sujet qui est un peu sensible, on va dire un peu toutes les personnes, des compagnies, des particuliers. C'est la sécurité. Un bon nombre d'entreprises se sont retrouvées en position de vulnerability, dans le nouveau monde infonuagique du COVID. Il y en a une couple qu'on a vu dans les journaux qui c'est comme incroyable d'avoir des lignes de pétrole qui sont prises en otage encore aux États-Unis. C'est comme inconcevable, mais ça se fait. Alors, le passage des entreprises et des effectifs en mode virtuel a été marqué par une hausse de pilotage, c'est sûr, des pourriels, le ransomware et des vols de données. Comment résoudre ce problème de sécurité du début? Je commence avec Cédric.
Bah, là, c'est sûr, c'est mon dada. Hein. Ça, c'est c'est la question que je préfère, ça. Ben, en fait, selon moi, il y a 2 points, il y a 2 points importants. Le premier, la première réponse, vraiment l'essentiel, c'est l'expertise. Et ce que souvent, on a tendance à oublier dans ce monde de technologie où on parle tout le temps de rajouter des technologies sur les technologies, mais à la base, cette migration vers l'info nuagique, vers la mobilité et vers cette nouvelle génération d'outils, elle doit s'accompagner d'une évolution dans les expertises. Et c'est ça qui a été douloureux, je pense, pour beaucoup d'entreprises à l'occasion de cette pandémie et de cette accélération, c'est que les équipes internes se sont retrouvées du jour au lendemain à devoir gérer des nouvelles configurations, des nouvelles solutions, une nouvelle forme d'architecture, et sans avoir forcément l'expérience ou forcément le temps d'appréhender ces nouveaux concepts. Il faut vraiment garder à l'esprit, là, vous ne pouvez pas demander à vos équipes à la fois de continuer à gérer tout ce qui tourne toujours dans votre infrastructure on-premise et en même temps de se former pour prendre en charge des nouvelles solutions. Il n'y a pas de secret, là. Je veux dire, c'est pas de magie là-dedans. Il faut libérer du temps pour les équipes, il faut les accompagner dans cette nouvelle expertise et il faut investir dans cette expertise. Si nécessaire, il faut aller chercher un partenaire pour se faire accompagner. Mais ce qui est certain, c'est que l'expertise, elle est essentielle pour se protéger contre ces nouvelles menaces. Parce qu'il s'agit effectivement, et ça c'est mon deuxième point, il ne s'agit pas tant de nouveaux procédés, mais il s'agit en fait de menaces qui vont vraiment profiter de cette migration. À l'occasion de cette migration, bien évidemment, les bad guys, ils sont très au courant, ils sont très, très réactifs, ils s'adaptent au marché, n'est-ce pas, entre guillemets. Et puis, ils vont profiter de cette migration pour utiliser des scénarios face auxquels on est un peu plus vulnérable, entre guillemets. Je pense l'hameçonnage. Un exemple, l'hameçonnage. Désormais, sachant qu'on a, j'en parlais avant, le workspace, là, les fameuses Office 365, Google Workspace, etc., tous ces systèmes, aujourd'hui, sont utilisés par une grande partie des entreprises. Et puis, ces systèmes génèrent des formats de courriels standards. On les connaît, on en a tous reçu des courriels de Microsoft, des courriels de Google. On connaît le logo, on sait comment ils sont composés, quand on a oublié son mot de passe, quand on doit… Vous voyez, les templates, ils sont connus. Évidemment, les pirates, en ce moment, c'est ce qu'ils exploitent. Je veux dire, c'est d'autant plus facile d'attraper un employé interne quand on lui envoie un courriel que depuis un an, il a tendance à voir de plus en plus souvent avec des logos qu'il connaît de plus en plus. Et la probabilité, la chance d'attraper quelqu'un est plus forte grâce à ce type de courriel. Donc, pour se protéger contre ça, ça veut dire quoi? C'est une fois qu'on a l'expertise, c'est de sensibiliser et puis de faire prendre conscience aux équipes internes de cette nouvelle réalité, de ces nouveaux risques associés à ce nouveau contexte. Wow. Merci, Cédric. René? Oui, tout à fait. Je pense que tout ce qui a été mentionné là est extrêmement juste. La cybersécurité, c'est effectivement un des plus gros défis qu'on a dans l'adoption du numérique aujourd'hui, de tous les temps d'ailleurs. Et je reviens sur l'Internet des objets, l'IoT. Ça représente aujourd'hui ce qu'on appelle la plus grande surface d'attaque jamais connue. Terme utilisé en cybersécurité traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a, si on considère aujourd'hui 150 nouveaux objets idéaux qui se connectent par Internet par seconde sur la planète, calculer là, chaque seconde qui passe, c'est 150 nouveaux objets qui se connectent. Ces objets-là, on peut considérer que ce sont des véritables systèmes ordinés, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les composantes d'un ordinateur, sans avoir la puissance. Donc, c'est plus essentiel, mais ils ont tous les éléments de connectivité qu'il faut pour que quelqu'un puisse les exploiter. Donc, il y a un réel défi aujourd'hui à garder le contrôle du côté de la sécurité. On a une volumétrie qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de la technologie. Par contre, pour moi, la problématique, elle n'est pas véritablement différente de ce qu'on a vu dans le passé. Lorsqu'on a vu la prolifération des ordinateurs personnels, après ça, des téléphones intelligents, on a toujours vécu cette vague de dépassement au niveau des compétences, des ressources, comme Cédric l'a mentionné, c'est extrêmement important.
Donc, on observe aujourd'hui ce volume d'objets astronomiques qui s'organisent dans des chaînes de traitement complexes. Mais ce qui semble vraiment difficile à adresser, c'est la typologie de ces objets-là, c'est-à-dire la classification structurée qui permet d'identifier l'objet, de l'inventorier, de comprendre son comportement et de pouvoir le surveiller, pouvoir mettre des outils automatisés de détection pour pouvoir prendre une contre-mesure, ce qui se fait en cybersécurité de manière très traditionnelle. Donc, pour ça, il faut les connaître, il faut les apprendre, il faut les découvrir, il faut les observer, il faut s'éduquer, il faut des compétences à développer à l'interne, à l'externe, mais il faut effectivement avoir ce temps et prendre le temps de découvrir ces nouvelles technologies-là, de les appréhender. Puis, comme Cédric l'a bien mentionné, ça prend des ressources, ça prend de l'investissement. On ne peut pas demander aux gens qui font l'opération de faire cette découverte-là, de passer du temps à essayer de comprendre. Par contre, moi, je lui dirais, il faut faire extrêmement attention de maîtriser son inventaire d'objets connectés, puis d'y intégrer la sécurité by design dans le développement des solutions, si c'est nous-mêmes qui développons les solutions. Là encore, ce sont de nouveaux contextes. La démarche est encore la même. L'aspect cybersécurité, la façon dont on va traiter ces vulnérabilités, puis ces contre-mesures, etc., ne change pas. On connecte cependant énormément plus de devices dans des réseaux, puis sur une surface qui est beaucoup plus large. Donc, ça prend une nouvelle façon de gérer, mais comme ça a été mentionné, des ressources, des compétences de qualité et à laquelle les entreprises peuvent faire confiance. Donc, c'est dans cette lignée-là, je pense qu'il faut avancer, mais ça reste quelque chose que on va couvrir, on va s'y habituer, on va suivre les technologies, on crée les technologies, on crée nos propres problèmes, on va résoudre nos propres problèmes. Ça reste une question de ressources pour l'instant. Merci, René. Paul, à ton tour. Oui, moi, je trouve les réponses très complètes. Juste pour rajouter peut-être quelque chose qui n'a pas été mentionné, souvent, ce que je vois, c'est la sécurité ou la question de la sécurité vient plus tard. Une entreprise va mettre quelque chose en place ou va penser à acheter quelque chose, un service ou une technologie, et c'est un item qui est posé, mais ça vient plus tard. Et ça devrait être, au contraire, la première question. Qu'est-ce qu'on veut sécuriser? Quels sont les processus ou les données qu'on veut sécuriser et choisir la solution ou faire même des modifications au processus pour arriver à ce que la sécurité, c'est le premier point et non un des points subséquents. Et l'autre chose, c'est qu'une fois une solution mise en place, il y a une sensibilisation, une formation à faire aux employés qui vont l'utiliser, qui vont la vivre. C'est la meilleure façon. On sait qu'on met souvent l'emphase sur la sécurité des serveurs, des équipements et tout ça, mais les humains derrière ça, qui les utilisent, ils ont besoin d'un refresh constant sur qu'est-ce que sont les risques. Il n'y a pas de risque zéro. Alors, il faut vraiment donner des exemples et comme il a été mentionné ici, des courriels et tout ça, mais il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être donnés, beaucoup de belles pratiques. Et rafraîchir ses connaissances constamment parce que, comme a été dit, les bad guys, ils sont toujours à l'affût des nouvelles tendances et des nouvelles opportunités. Fait que nous, de l'autre côté de la clôture, il faut que nous aussi, on reste au courant et formés dans ce qui se passe. Puis pour terminer, pour le cas de la 5G, ce que je peux dire, c'est que la sécurité a été un des critères premiers dans le design et le développement de la sécurité dans la 5G. Parce qu'on savait que la 5G allait être utilisée pour justement des processus critiques, soit le transport d'énergie ou de biens, de services et de données sensibles, données de la santé, tout ça. Il y a bien des scénarios où on savait que la 5G allait être le channel utilisé. Alors, il fallait vraiment en amont planifier toutes les portes et les sorties des données et sécuriser le tout. Fait que on est assez confiant là-dessus. Bien, merci, Paul. Et juste donner une anecdote que la semaine passée, puis ça nous arrive de jour en jour, des problèmes de sécurité. J'ai eu, les enfants ont commencé l'école, des nouveaux amis qui arrivent à la maison, et puis je fais un petit spot check sur mon Wi-Fi, et puis j'ai trois nouvelles appareils, devices qui sont connectés au Wi-Fi. Je vais voir ma fille, je dis, t'as-tu donné ton code de passe pour le Wi-Fi? Ils ont demandé, puis j'ai donné. OK. C'est encore toute l'interprétation. Il faut
trouver une façon de les éduquer à l'âge, comme à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans, parce que ils deviennent tellement blasés sur la sécurité. La première chose qu'ils font chez McDo ou chez Starbucks, ils prennent le Wi-Fi, c'est gratuit, ils font certaines, comme encore, je vais aller voir ma fille de 21 ans qui est en train de faire des affaires de bancaire quand elle est sur du Wi-Fi chez Starbucks. C'est ça, encore, il faut vraiment les éduquer parce que tes voix, nous, on est conscients parce qu'on est dans la business, mais eux, zéro conscience sur le potentiel de bris de sécurité. Ouais. C'est exactement le point que je soulevais, c'était de la sensibiliser tout le monde au bon niveau et au bon contexte, bien sûr, mais c'est ça. Ça va de 12 ans à 98. Je vais rebondir un tout petit peu là-dessus, c'est que là, on parle d'un cas d'usage extrêmement intéressant, puis tu parles de tes enfants, c'est parfait. Moi, j'irai plus loin que ça. Quand vous allez acheter une ampoule connectée à votre magasin du coin, vous l'embrassez chez vous, ben vous faites la même chose. Vous donnez à cette ampoule-là votre SSID et votre mot de passe. Ouais. Aujourd'hui, vous donnez votre SSID de votre réseau de production à la maison, le Wi-Fi, sur lequel demain, vous allez connecter vos ordinateurs pour vous connecter au bureau. Okay? Il y a des façons aujourd'hui de le faire. Créer un réseau guest. Créer un réseau invité qui va simplement donner l'accès à Internet à ces gens-là avec un autre SSID, un autre mot de passe. Les solutions sont là. C'est comme on le mentionnait tantôt, de l'éducation, de la compréhension, d'usage au moins aujourd'hui de ces technologies, de comprendre à quoi on se soumet quand on donne ces credentials au niveau de l'accès au réseau particulièrement. Et il y a des solutions qu'on pourrait utiliser déjà. Ouais. Et pour faire un petit peu de push d'ailleurs, personnellement, je considère un réseau personnel à l'intérieur d'une maison, je le considère comme hautement insécure. Effectivement, exactement à cause de ce que René vient de dire, parce que aujourd'hui, sans même qu'on s'en rende compte, on en a plein des objets connectés chez nous, avec qui on partage notre accès réseau. Et puis, malheureusement, les fournisseurs de ces objets connectés sont loin d'être tous préoccupés par la sécurité. Là. Je veux dire, ça, c'est quand même une réalité, on ne va pas se le cacher. La bonne nouvelle, là où je voulais juste être quand même un peu rassurant, c'est qu'il y a des moyens de se protéger contre ça. Puis même l'entreprise peut aider aussi l'employé à affronter ce milieu hostile qu'est l'Internet du Starbucks ou l'Internet à la maison. Simplement avec du durcissement du poste de travail, avec des configurations appropriées des services infonuagiques qu'on va consommer. Il y a un certain nombre de dispositifs qui nous permettent de faire en sorte que lorsqu'on se déplace avec son terminal, quel que soit en fait l'environnement réseau dans lequel on se trouve, on reste dans une micro-bulle qui est localisée sur le poste de travail, qui nous protège justement de l'extérieur. C'est un peu la base du concept Zero Trust, hein, justement, qu'on entend des fois parler, c'est un fluen un petit peu trop utilisé, là, mais c'est ça, là, fondamentalement, là, c'est de considérer qu'on peut se déplacer à peu près n'importe où, que par défaut, on va toujours se considérer dans un milieu hostile, et donc on va avoir une protection qui est adéquate du poste de travail et des services qu'on consomme dans l'info nuagique. Donc, il y a des solutions. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Maintenant, il faut avoir l'expertise pour les mettre en œuvre, évidemment. Je pense qu'effectivement, ça va tomber dans la responsabilité des entreprises d'offrir ces solutions, de pousser ces solutions-là aux employés qu'ils envoient travailler en mode télétravail. Oui, l'environnement domiciliaire va devenir un environnement pseudo d'entreprise qu'il va falloir gérer. Cette mixité des environnements, il faut réellement le prendre beaucoup, beaucoup plus au sérieux parce que ça a shifté. La majorité des employés ou une grande partie des employés vont travailler de la maison. Ça va devenir un environnement de travail d'entreprise qu'il va falloir cybersécuriser avec ces solutions qui existent effectivement. Intéressant. Ma prochaine question est plus sur, si vous étiez propriétaire, actionnaire d'une entreprise, quel investissement feriez-vous maintenant afin d'être plus préparé pour le futur? Et en tenant considération de l'incidence de COVID qui a eu un impact hugely financier sur certaines entreprises. Je vais commencer avec Paul. Bonne question, Paulo. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de faire une transformation numérique. Tous les secteurs, toutes les industries, je pense, pourraient bénéficier de
un virage comme ça, prendre des décisions basées sur des données en temps réel et être moins réactif et être même prévoyant et analyser les tendances et être capable de prendre des décisions en amont. Et ces virages technologiques, on en entend parler, le 4.0, tout ça, mais de faire le premier pas, de commencer à des expériences, des proof of concept, juste pour voir qu'est-ce que ça peut nous amener. Je pense que ça serait la chose à faire et vraiment que ce soit pour un processus interne, que ce soit pour un processus externe avec un client ou avec un fournisseur, de commencer à avoir des données là-dessus et de commencer à prendre des décisions informées sur ces données-là. La transformation numérique. Et comme je le dis, je suis confiant que peu importe le secteur de l'entreprise, il y a une application qui peut être digitalisée et transformée. Et ça va augmenter la productivité, ça va augmenter le temps de réaction et ça va augmenter peut-être la qualité de service, la qualité de l'expérience client et tout ça. Fait qu'il y a plein d'avantages. Mais il faut commencer quelque part. Hein. Puis je pense que beaucoup d'entreprises tardent à faire ce premier pas. Puis il y a quand même beaucoup de programmes d'aide aussi gouvernementales qui pourraient être appelés ou de l'expertise externe si on n'a pas l'expertise interne. Ça serait la chose que je fais, moi. Parfait. Merci, Paul. Cédric? Le point juste précédent, je vous partageais, j'étais plutôt optimiste en disant qu'il y avait des solutions et que j'étais plutôt je vous partageais mon optimisme. Là, je vais plutôt vous partager mon angoisse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, il faut investir sur la résilience. Il faut investir sur la résilience. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu déjà au niveau santé médicale. On n'est effectivement pas à l'abri de subir une pandémie, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le Covid, ça s'est bien passé, quoi. C'est qu'au final, le Covid, quand on regarde le pourcentage de décès, heureusement que le pourcentage de décès était, c'était déjà beaucoup trop, mais heureusement qu'on n'était pas sur un pourcentage type virus Ebola ou des choses, vous voyez, beaucoup plus malheureusement encore plus létales, parce que ça aurait été, je ne sais pas comment on aurait affronté ça. Donc, moi, déjà, au niveau santé, je ne peux pas m'empêcher de penser que demain, on aura peut-être un autre virus qui sera encore plus agressif, qui sera tout aussi transmissible. Donc, le télétravail, ça va devenir quelque chose, ça deviendrait dans ce cas-là une obligation absolue. Donc, il y a le côté santé, il y a les conditions climatiques. On s'aperçoit que les conditions climatiques, c'est pas, je ne suis pas sûr qu'on s'en va vers le meilleur, disons-le. On va utiliser un euphémisme. Donc, tout ça me fait penser que l'entreprise aujourd'hui, il faut qu'elle investisse sur la résilience, il faut qu'elle investisse réellement sur des scénarios catastrophes. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a des solutions. C'est que la 5G, c'est justement une des solutions qui peut nous aider. L'info nuagique, avec la présence des dispositifs qui permettent de basculer des architectures d'une région à une autre de façon très agile, très rapide, c'est également un dispositif très efficace. Donc, les solutions, elles sont là désormais, elles commencent à être matures aujourd'hui. Elles ne l'étaient pas encore il y a 10 ans, très clairement. On a désormais des solutions matures, c'est le moment d'investir. Pour cela, la méthodologie, j'irai comme Paul le disait, j'irai progressivement. C'est certain que la transformation numérique, c'est compliqué à réaliser si on se donne un objectif d'un an et puis qu'on fait un bing bang. C'est malheureusement d'ailleurs souvent une mauvaise façon de procéder. Y aller projet par projet, étape par étape, basculer nos applications au fur et à mesure dans un mode très résilient. C'est selon moi là, le meilleur move à faire actuellement. Bien dit, Cédric. René. Oui, effectivement, puis tout ce qui a été dit, je pense que c'est très, très pertinent. Moi, je vais essayer de prendre le chapeau de l'industrie puis représenter les gens à qui je parle là, tous les jours, qui ont fait du conseil pour intégrer ce virage numérique. On le sait aujourd'hui, c'est une question de survie. Ce n'est pas une question est-ce qu'il faut faire du numérique ou non. Il faut transformer, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, on ne restera pas compétitif. Et l'autre aspect quand même très positif, on ne le fait pas juste pour rester compétitif, on le fait parce que ça permet d'améliorer les performances de l'entreprise. Par contre, ce qui nous ressort à chaque fois, le besoin de développer vos talents numériques
Ça, vous n'avez pas le choix. Les ressources à l'interne, à l'externe, trouver des façons d'opérer parce qu'on peut faire toute la transformation que l'on veut. La technologie n'est pas la solution. La solution, c'est la technologie dans votre environnement avec les ressources qui savent s'en servir, qui vont le procéder comme il le faut pour avoir les bénéfices au niveau de votre production, au niveau de ce que vous générez comme produit, etc. Donc, ce développement de talent numérique, aujourd'hui, on dit, oh, on est en carence de ressources. Effectivement, des ressources compétentes, qualifiées dans ces domaines-là, c'est rare, c'est difficile à trouver. Elles sortiront pas de l'université demain matin parce que les cursus éducatifs académiques ne sont pas là pour supporter ces nouvelles technologies de rupture. Donc, on n'a pas le choix d'aller éduquer les personnes et les talents qui sont dans vos entreprises. Et vous avez des gens brillants dans les entreprises, il faut leur amener, faire un transfert de connaissances, de compétences dans ces nouveaux secteurs qui correspondent à ce que votre entreprise a besoin. Donc, il faut les aborder, il faut s'éduquer, se former et trouver vos talents numériques pour créer la structure de support à l'intérieur même. Ça, je pense, pour moi, c'est l'élément essentiel, c'est le défi des entreprises aujourd'hui de générer cette compétence. Pour mettre un côté positif, par contre, je vous dirais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire depuis 5-7 ans qui s'est développé avec le merveilleux cloud. La baguette magique où on a tout le traitement possible, tout l'espace disponible pour faire tout ce que l'on veut, ça a apporté quoi? Ça a apporté le fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire de l'intelligence artificielle. En se connectant à travers un browser sur une connexion Internet, en arrivant sur le cloud, on peut aller louer des services d'AI, on peut aller louer des modules, on va payer à l'usage, on n'a pas un investissement majeur à faire comme ça se faisait il y a 10 ans, où il fallait avoir des mainframes à l'interne, des équipes de PhD, de recherche et de développement pour faire de l'AI. Aujourd'hui, non, n'importe quel domaine, même sans compétence, sans connaissance de ces services-là, peut accéder à ces ressources-là, peut se former. Il y a des sources d'éducation extraordinaires disponibles en ligne. Donc, c'est qu'une question de volonté, c'est une question humaine de transformation. Quand on parle de virage numérique, là, pour moi, c'est une décision d'entreprise et d'individu. Ce n'est pas un manque de technologie, au contraire. Okay? Donc, c'est le vouloir se transformer et vouloir faire l'effort. Pas toujours facile, il faut se remettre en question, il faut trouver les ressources, Et ce n'est pas réellement une question d'incidence financière. Que le fait que la pandémie nous a amené, puis on a moins d'argent, on est plus frileux à investir ou à prendre des risques, c'est pas vrai parce que la majorité des piliers aujourd'hui, par exemple, qui supportent l'intelligence artificielle, l'idée ou quoi que ce soit, c'est rendu des produits open source, c'est rendu des produits qui sont dans le cloud, qui sont accessibles au paiement à l'usage, qui sont aujourd'hui, on peut tous avoir accès à la technologie. La majorité des composantes sur lesquelles on travaille pour aller développer des solutions connectées, on peut les acheter sur Internet, on peut bricoler ça dans notre garage quasiment. Il y a une notion de maker qui se rapproche des gens qui font de l'innovation dans les entreprises. C'est extraordinaire, ce bouillonnement qui est rendu vraiment accessible à tout le monde. Et ça, il faut le comprendre. À titre personnel, au niveau des entreprises ou quoi que ce soit, ce n'est pas une question d'accessibilité, ce n'est pas une question financière. Alors, bien entendu, à un moment donné, il faut investir, il faut mettre de l'argent quand même. Là, le gouvernement supporte ça. Il y a plein de programmes d'investissement, de subventions dans tous les domaines, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des équipements, au niveau des ressources. Faites attention aux talents, développez les talents numériques, allez chercher le bon financement effectivement pour faire ça, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette transformation. Il faut y aller, il faut foncer, il faut avancer, il y a des merveilleuses choses à faire et le retour, le message de valeur de ces différentes technologies pour les entreprises sont évidents. Les use cases ont été faits à travers la planète, il suffit de le faire. Donc pour moi, c'est vraiment une question de transformation, de décision individuelle des entrepreneurs et souvent des exécutifs d'entreprise qui doivent prendre le virage et puis y aller. Mais on a un avenir extrêmement beau à faire avec des outils, des technologies, puis des options de transformation qui sont extraordinaires. Il faut les prendre à bras le corps et sauter dans le bain, là, c'est tout. Si je peux faire un peu de push d'ailleurs sur l'investissement, je te rejoins complètement, René. Et je dirais même, le fait est que les investissements, les entreprises, souvent d'ailleurs, sont prêtes à les faire au niveau des technologies, mais elles sous-estiment beaucoup l'investissement sur les ressources humaines, sur le développement de l'expertise. On est encore sur des façons de penser, sur des visions des années 90 où on donnait un cours tous les 2 ans à notre administrateur système, puis sinon il allait sur les blogs un petit peu lire de temps en temps et ça suffisait à son training. Là, on est face à un bing bang là, en termes de compétences. On est vraiment sur un nombre de nouveaux concepts et de nouveaux savoir-faire à appréhender qui est énorme.
on a effectivement une pénurie de ressources sur le marché, donc on a tout intérêt en tant qu'entreprise à former nos gens à l'interne. Mais pour ça, il y a, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Là. Ils peuvent pas, on ne va pas inventer du temps dans la journée. Là. Donc, il va falloir libérer du temps. Il va falloir payer des formations à ces gens-là. Il va falloir les inscrire sur des conférences. Il va falloir les envoyer virtuellement sur des événements. Et quand on est inscrit à une conférence, on ne peut pas être dans 4 réunions en même temps en parallèle parce que sinon, ce n'est pas très efficace. Vous voyez, tout ça, c'est un nouveau concept qui n'est pas encore bien implanté, qui n'est pas encore clair dans l'esprit de tout le monde. Et il va vraiment falloir faire du push là-dessus, parce qu'il n'y a pas de secret. Là. Quand vous demandez à votre administrateur commencer à gérer des Kubernetes managés sur AWS, de consommer de l'intelligence artificielle, etc., pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, ça ne se fait pas tout seul. Là. Si je peux rajouter, si on prend un exemple d'une petite ou moyenne entreprise, mettons 50 personnes, tout le monde roule à fond en pandémie, puis il n'y a personne dans cette entreprise qui a les bras cassés, puis ça prend de la volonté pour libérer quelqu'un ou quelques personnes pour aller faire un projet pilote d'une transformation numérique. Et c'est ça peut-être le petit push que ça prend, c'est d'avoir le courage de dire, OK, ces 2-3 personnes-là de mon équipe, je vais leur donner une opportunité d'aller faire un projet pilote et faire quelque chose, faire un test sur une transformation numérique d'un processus ou d'une interface. Et souvent, là, on va trouver la capacité de le faire un petit peu à l'interne. Mais si on débloque personne, comme tu dis, il manque de ressources. Même à l'externe, si on va chercher de l'aide à l'externe, il manque de ressources aussi à l'externe un petit peu. Fait il y a toujours l'option d'étudiants en stage et tout ça. Il y a des étudiants fantastiques dans nos universités. Fait il y a toujours l'option d'aller chercher un peu d'aide, mais il faut commencer par libérer quelques personnes à l'interne pour faire les premiers pas. Donc, fondamentalement, c'est prioriser le futur versus la livraison de l'actuel. Et c'est sûr que c'est compliqué pour des dirigeants d'entreprise. Je veux dire, on a des clients actuellement, on dessert, ça roule, comme tu dis, ça roule en ce moment. L'industrie quand même, sur beaucoup de secteurs d'activité, ça va bien. C'est compliqué d'accepter de dire, OK, on va déprioriser certaines livraisons en cours pour investir sur l'avenir, mais c'est ça la bonne chose à faire. Il n'y a pas de secret. C'est vrai. Et vous allez avoir des employés très, 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 très contents qu'on a décidé d'investir dans leur futur. C'est sûr, ça. C'est sûr. On le voit déjà. La rétention, c'est assez critique comme sujet. Là. Il y a une chose que j'ai remarqué quand on parle avec des PDG ou des CTO, CIO, souvent, c'est on a regardé ça il y a 5 ans, le coût très énorme, ou il y a 2 ans, mais depuis les derniers 2 ans, la technologie a changé. Les coûts sont tellement plus bas qu'ils étaient auparavant. Il y a plus de compétition. Alors, il y a plus de joueurs qui sont capables de nous aider. Les hyperscalers, etc., sont tout là. C'est pas... c'est plus comme c'était il y a 5 ans où c'était un projet énorme et très, très cher à faire pour adopter ces nouvelles technologies. Alors, j'espère qu'ils vont faire une nouvelle recherche ou bien donner un mandat à certains d'entre vous de les aiguiller vers un futur plus certain. Alors, sur cette note-là, je voulais vous remercier pour vos excellents conseils, monsieur. Si on a le temps, Nadia, on a peut-être quelques questions sur le Q&A. Oui, absolument. On a le temps? Oui, absolument. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vais aller voir si... OK. Question. C'est Adil Rabi, excuse-moi. Question. Quels sont les inconvénients de la 5G aujourd'hui? Alors, on peut demander à Paul de commencer avec cette... Oui, je dirais que c'est plutôt un mode d'éducation à ce moment-ci. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce que la 5G peut amener. C'est peut-être la seule... Il y a une courbe d'apprentissage
je dirais un petit peu. Puis il y a des gens pour aider. Roger est certainement bien placé pour ça. Mais je veux dire, c'est peut-être et l'autre aspect, c'est que c'est encore en mode déploiement. Hein? Faut être honnête. On a de la 5G qui apparaît au Canada, mais elle n'est pas partout encore. Fait qu'il faut vraiment vérifier les plans de déploiement de cette technologie. Merci, Paul. Cédric? Je ne suis pas le plus expert, clairement, sur cette question, mais c'était un peu, mon idée était un peu alignée avec ce que Paul nous a partagé. C'est le fait que c'est une technologie qui est encore nouvelle et que les use cases, les différents scénarios d'utilisation et de mise en pratique de cette 5G sont peut-être pas encore suffisamment clairs pour tout le monde, pour toutes les entreprises. On est encore, je pense, en train d'imaginer des nouveaux scénarios d'utilisation de cette 5G, compte tenu de toutes les capacités qui sont derrière. Donc, ce n'est pas vraiment un vrai inconvénient, mais c'est simplement le fait que on a encore certainement des scénarios, des nouvelles pratiques qui vont devoir se développer et puis maturer un petit peu dans les entreprises, j'imagine. Merci, Cédric. René, as-tu… Oui, ben, écoute, pour moi, c'est relativement simple. Le seul inconvénient de la 5G aujourd'hui, c'est que ce n'est pas disponible partout. Je ne voudrais pas dire que ce n'est pas disponible où on en a réellement besoin, mais oui, quand ça va être disponible, il y a deux éléments. La couverture, bien entendu, puis on sait qu'au Canada, ben, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres pays de couvrir tout ce territoire-là à la densité qu'il faut pour avoir du 5G efficace partout, là. Donc, ça va prendre un certain temps. Et la maturité des différentes couches de valeurs qui vont être appliquées par la 5G, parce que ça va se faire par niveau. Là, on va avoir le broadband en premier, ensuite, on va avoir le 5G pour tout ce qui est système critique et latence, ensuite, on va avoir la 5G pour les objets connectés. Pendant ce temps-là, l'IoT, oui, ça continue. Là. On n'a pas le choix. Donc, aujourd'hui, on utilise des technologies hybrides pour le faire, d'autres types de connectivité. Il va falloir qu'on intègre cette 5G le plus vite possible pour pouvoir faire les cas d'usage qui étaient mentionnés par Cédric et puis prouver aux gens, montrer aux gens ce qu'on peut faire avec. Mais réellement, c'est la durée, le temps qu'on doit attendre pour avoir accès vraiment à la 5G de manière globale sur le territoire, qui pour moi est le plus gros inconvénient aujourd'hui. Donc, il faut accélérer ce processus puis déployer. Merci, René. Il faut aussi penser que avec la pandémie, on a eu un petit peu une pénurie de chipsets. Ça va peut-être ça va prendre un petit recul sur le déploiement de la 5G. Et il ne faut pas oublier que la 5G, quand on regarde LTE, quand il était déployé, ça a pris au moins 10 ans, Paul, à déployer at large à travers le Canada. Au moins 10 ans, je pense, où on dit c'est disponible, peu importe où tu es, au Canada, aux États-Unis, LTE était disponible. Alors, ça va un peu de temps. Certainement, ça va plus vite maintenant avec 5G. Ce qu'on a vu dans les G précédentes, la 5G se déploie plus rapidement à travers le monde que l'a été le 4G ou le LTE que tu fais référence. Je peux peut-être juste rajouter le point, effectivement, comme j'ai déjà mentionné, que ça peut être utilisé de manière ponctuelle aussi. Dans un environnement, connecter un point Edge ou connecter un bâtiment en 5G, ça se fait. Okay? On n'a pas besoin de connecter la ville au complet. Ça nous donnerait déjà un avantage au niveau du mainstream, au niveau de la communication pour faire certaines choses. Donc, on peut commencer à utiliser ces technologies-là. Aujourd'hui, on aurait même un intérêt à le faire définitivement. Et ce que je rajouterais, c'est que ce petit temps qu'on attend pour les déploiements, c'est en fait une opportunité parce que ça permet aux entreprises de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, de faire des petites expériences ponctuelles et se préparer. Le jour que le 5G va être chez vous, au moins vous avez déjà un plan en marche. Ce n'est pas d'attendre que la 5G arrive chez vous pour alors commencer un plan d'attaque. Là, vous allez manquer du temps. Ça, les cas d'usage, on peut déjà les réfléchir aujourd'hui, on peut déjà y penser là. Ouais. Dans cette fameuse objectif de résilience, là, développer notre résilience. Exact. Et Paul, ça me vient à la question, je pense que très peu des gens sur cet appel connaissent encore. Et puis, j'aimerais ça que tu nous donnes un petit survol sur encore et qu'est-ce que ça fait dans la vie quotidienne. Et je parle encore de plastique Bertrand, on parle encore…
Oui, certainement. Le projet encore, ENQCOR, c'est un programme merveilleux entre le privé et le public qui a mis à disposition un réseau 5G pré-commercial pour justement l'expérimentation, l'innovation. On a mis, Ericsson et d'autres partenaires, on a mis le signal 5G à Québec et à Montréal autour d'une zone d'innovation et il y a même du financement pour des entreprises qui veulent faire des premiers pas, des expériences. Il y a un programme de développement de talent autour de la 5G et c'est assez unique, même au niveau mondial, d'avoir un programme aussi compréhensif qui inclut la plateforme, la formation, le financement et de l'expertise de la part d'Ericsson et les autres partenaires. Fait que je vous encourage à visiter le site du programme et de vous présenter à un des deux endroits, les hubs qu'on les appelle. Même en COVID, il y a des protocoles, bien sûr, qu'on suit, mais il y a moyen d'avoir accès à ce réseau-là, puis faire du développement ou faire des tests ou faire des expériences en simulation, bien sûr, parce que ce n'est pas chez vous, ça va être à l'endroit où le réseau est disponible, mais ça va permettre de faire ses premiers pas. Fantastique. Fantastique. Merci, Paul. Alors, Nadia, je pense qu'on est à la fin de nos... Je pense qu'il y a une autre question, juste m'assurer. Oui, je pense qu'il y a d'autres questions. Oui, excusez. Le réseau 5G va-t-il faire compétition au réseau LoRa pour les objets connectés? Alors, ça, je peux répondre rapidement peut-être là-dessus, si tu veux. Un petit peu, c'est quoi LoRa aussi? Oui. Il nous reste 3 minutes, donc on va essayer de le faire très, très court. Le LoRa, si vous voulez, c'est l'exploitation qu'on a fait des anciens réseaux, des très vieux réseaux de G qui ont disparu en Amérique du Nord, alors qu'ils se sont développés en Europe, qui sont des capacités de se connecter via des technologies sans fil, par exemple pour l'agriculture, avec des capteurs qui sont à des dizaines de kilomètres et qui vont fonctionner sur batterie pendant 5 ans. C'est très, très bien. Par contre, la contrainte, c'est qu'on peut envoyer quelques données à la fois de temps en temps. Donc, pour une prise de mesure de température qui va être envoyée tous les quarts d'heure, c'est parfait. Pour l'agriculture, c'est excellent. Pour beaucoup de cas d'usage, c'est très, très bien et ça supporte vraiment les cas d'usage développés en Europe principalement. Aujourd'hui, ces réseaux se déploient ici aussi en parallèle, recommencent à se déployer pour les municipalités, pour la Smart City, des fonctions et des cas d'usage très, très intéressants. Par contre, on est très, très, très loin des spécifications de la 5G. On est quasiment aux antipodes. Donc, aujourd'hui, c'est un peu les solutions beaucoup moins chères que l'on déploie, que l'on utilise, qui se voient à travers la planète, que ce soit du NB-IoT ou du LoRa. Ces nouveaux réseaux, ces réseaux qui couvrent le territoire européen et asiatique depuis très longtemps sur l'entièreté du territoire. Ici, on ne les a pas encore en Amérique du Nord, donc on est un peu plus contraint. Les nouveaux réseaux, il y a des poches qui se déploient quand même en parallèle doucement ici. Mais ici, on a décidé d'investir sur le 3G, le 4G, aujourd'hui le 5G. Donc, c'est vraiment une autre direction qu'on a pris en Amérique du Nord pour aller faire cette interconnexion-là. Mais LoRa est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, en l'absence de certaines caractéristiques de la 5G encore, jusqu'à ce que ça arrive, pour connecter à plus bas prix des fonctionnalités de mesurage plus contraints, je dirais. Donc, c'est vraiment deux technologies, je dirais aux antipodes un petit peu, mais très intéressantes à déployer. Merci René. J'ai une question qui est arrivée. La 5G est-elle mauvaise? Ça, c'est Amine Berada. La 5G est-elle mauvaise pour l'environnement? Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Peut-être je vais me lancer là-dessus. Bon, pour l'environnement, en fait, au contraire, je pense que dans la technologie 5G, il y a des mesures d'efficacité d'énergie, que ce soit au niveau du téléphone, du capteur ou de l'équipement à la centrale ou dans le réseau. Il y a une emphase pour rendre ces technologies de plus en plus économes en énergie, en gestion de batterie, en gestion de ressources. Fait que ça a été pensé dans la technologie à la base, comment gérer constamment l'usage de l'énergie, parce qu'on sait que les batteries, c'est toujours un problème, une limitation. Fait que je dirais que sur le long terme, la technologie 5G va baisser les demandes et aussi, plus que les industries sont digitalisées et utilisent ces technologies-là, ben, il va y avoir moins de déplacements de camions, de ci, de ça. On va avoir une meilleure gestion de ressources plus larges, si on veut.
Et je pense qu'on voit cette tendance. On pourrait avoir, il y a des études qui démontrent que la technologie en général, ICT, pourrait réduire 15% des gaz à effet de serre avec seulement, mais pourtant elle représente seulement 5% de toute la consommation énergétique. Fait qu'un petit 5% pourrait en avoir un impact de 15%. Si on gère mieux nos déplacements, on gère mieux nos décisions, on prend des décisions en amont au lieu de réactif et tout ça à cause qu'on a une gestion de données. Fait que la 5G va tout permettre ces choses-là. Fait que sur le long terme, à la largeur de toutes les industries, bien, il va y avoir peut-être une baisse de consommation. Merci, Paul. Alors, je pense que Nadia, on a dépassé notre temps. Merci encore à tous nos gens sur ce webinaire. À toi, Nadia. Merci beaucoup, Paolo, et merci, monsieur, pour cette discussion fort intéressante. Je serai la première qui va faire attention au Wi-Fi dans des espaces publics. Merci pour ce conseil. Merci également à vous tous d'avoir été des nôtres ce matin pour ce webinaire d'experts présenté par Rogers. On se retrouve le 22 septembre prochain pour notre midi-conférence Bombardier en compagnie avec monsieur Jean-François Roussier, commissaire au lobbyisme du Québec, qui aura lieu en présentiel ou en personne au centre Sheraton Montréal. Vous pouvez visiter notre site web pour plus d'informations. Merci à tous. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.